Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ils sont de retour chez eux. L'avion de la British Airways s'est posé peu après 13h à l'aéroport londonien de Heathrow. Les 15 marins britanniques captifs depuis 2 semaines en Iran et libérés hier vont enfin pouvoir retrouver leur famille. Ils sont partis avant cela pour la base militaire de Shivonor dans le Devon, dans le sud-ouest du pays, pour y être débriefés. Tony Blair s'est bien sûr réjoui de cette libération. Le Premier ministre a affirmé qu'elle était intervenue sans transaction. Écoutez-le. C'est peut-être le moment de revoir nos relations avec l'Iran. Durant ces 2 dernières semaines, nous avons ouvert des négociations bilatérales avec le régime iranien et en même temps mobilisé la communauté internationale pour faire pression avec les Nations Unies, l'Europe, les États-Unis, ainsi que nos alliés dans la région. Il aurait été naïf de croire que nos troupes auraient été libérées si ces 2 éléments de notre stratégie n'avaient pas été mis en place. Téhéran a pourtant déclaré avoir atteint ses objectifs, affirmant que la Grande-Bretagne avait adressé une lettre d'excuse. Retour sur ces 15 jours de crise diplomatique avec Fabrice Angotti. C'est au cours du contrôle d'un bateau indien au large de l'Irak que les 15 marins de la Royal Navy sont arrêtés par les pasdaran iraniens. Dans les premières heures de l'affaire, qui va durer 13 jours, l'Iran et la Grande-Bretagne se renvoient la responsabilité de la crise. Téhéran jure que les Britanniques se trouvaient dans les eaux territoriales iraniennes, ce que Londres conteste. Très vite, le ton monte entre les 2 pays, empêchant une libération rapide des marins. Dans le contexte du dossier nucléaire et de la guerre en Irak, l'Iran privilégie une fois de plus la logique de confrontation. Cette crise en dit long sur la capacité de nuisance de la République islamique dans la région. Cette arrestation est une menace pour les troupes britanniques et américaines stationnées en Irak. Téhéran a voulu montrer qu'elles sont des cibles potentielles en cas de conflit avec la communauté internationale. On connaît d'ailleurs les penchants de l'Iran pour la diplomatie des otages. Mais l'affaire éclaire également sur la situation politique iranienne. Il semble bien qu'aujourd'hui, la grâce accordée par Ahmadinejad ne l'a été qu'avec et que sous pression du guide lui-même, Khamenei, pour ne surtout pas aggraver la situation. C'est aujourd'hui le début de l'opération d'étouffement d'Ahmadinejad par les mollahs eux-mêmes. Reste à savoir quelle contrepartie a obtenu l'Iran. La libération d'un diplomate perse en Irak mardi n'est peut-être pas une coïncidence. De même, Téhéran aurait obtenu qu'un consul puisse rencontrer les 5 Iraniens détenus par les Américains en Irak depuis février dernier. Une demande toujours refusée jusqu'à présent. Et toujours en Grande-Bretagne, les 3 hommes arrêtés le 22 mars dernier dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 7 juillet 2005 à Londres ont été inculpés aujourd'hui. En Afghanistan, 2 Français auraient été enlevés par les talibans, c'est du moins ce qu'ils affirment. 2 employés d'une organisation humanitaire, Terre d'Enfance, et leurs 3 accompagnateurs sont en effet portés disparus depuis mardi. Karima Hamzaoui. Prudence et silence, voici les positions adoptées par les autorités afghanes et françaises. Du côté de Kaboul, on déclare « Nous ne pouvons ni confirmer ni démentir qu'ils ont été enlevés par les talibans ». Depuis mardi, 2 volontaires français de l'ONG Terre d'Enfance ont disparu. C'est cette route qu'ils avaient empruntée pour se rendre à Herat, dans le nord du pays. Une route située entre la province de Nimroz et la province de Farah, réputée dangereuse. Le dernier contact qu'ils aient eu remonte à 2 jours maintenant. C'était avec leur interprète. Depuis, aucune nouvelle, mais une revendication. Les talibans affirment en effet les avoir capturés. Une femme et un homme français ainsi que 3 Afghans. Ils sont entre nos mains et notre direction va décider de leur sort, déclare-t-il. Début mars, c'est un Italien qui est enlevé, Daniel Mastrogiacomo. Relâché il y a 2 semaines, les conditions de sa libération ont été au cœur de polémiques. L'homme aurait en effet été échangé contre 5 talibans prisonniers. Les États-Unis notamment craignaient alors qu'un tel échange n'incite la multiplication d'enlèvements d'occidentaux. On passe à présent à l'accident de la gare de l'Est ce matin. Un train de banlieue a heurté les butoirs en arrivant à quai. 71 personnes ont été blessées, dont 58 évacuées vers des hôpitaux. Le plan rouge était déclenché ce matin. 2 enquêtes sont en cours. Tous les détails avec Sophie Mautret. Il est 8h28 ce matin. Le train en provenance de Château-Thierry arrive en gare de l'Est. Les 600 passagers qui sont à l'intérieur s'apprêtent à descendre quand le train percute le butoir. C'est comme si on avait passé dans un mur. Voilà. Il y a eu un choc brutal et vu le retard
beaucoup de gens, beaucoup de voyageurs étaient debout, bien entendu. C'était un train à 2 niveaux. J'ai remonté le quai et en tête du quai, là, il y avait un attroupement de voyageurs qui voulaient s'en prendre au conducteur qui frappait sur les vitres du poste de conduite, quoi. Très vite, le plan rouge est mis en place. Toute la matinée, les blessés sont évacués vers plusieurs hôpitaux parisiens. Uniquement des blessures légères, hein, comme des contusions, des entorses, des ecchymoses. Le train roulait à faible allure, entre 5 et 7 km/h selon la SNCF. Le train n'a pas freiné normalement, ne s'est pas arrêté. Donc de deux choses l'une, où le système de freinage a mal fonctionné, donc c'est un problème technique du matériel, où la commande du freinage par le mécanicien n'a pas été adéquate. Le conducteur a été entendu dans la matinée par la police. Selon la SNCF, il n'a pas signalé de problème technique. Le ministre des Transports, Dominique Perben, a demandé l'ouverture d'une enquête technique et judiciaire. Pas de bus dans les Hauts-de-Seine et sur certaines lignes parisiennes. Une grève de 3 jours a débuté ce matin pour protester contre le licenciement d'un salarié handicapé. Le point avec Nora Mezziani. Ce matin, au dépôt RATP de Montrouge, les machinistes n'avaient pas les mains sur le volant, mais dans les poches. Plus de la moitié des conducteurs de bus sont en grève pour protester contre le licenciement d'un de leurs collègues. Il y a un jeune travailleur handicapé qui est licencié dans ce dépôt. La direction refuse tout dialogue à ce sujet-là. Elle est arc-boutée sur de la réglementation et nous on dit qu'il n'a pas eu le suivi nécessaire qui est prévu à la RATP pour son insertion. Le jeune agent de 22 ans souffre de graves problèmes intestinaux. Il a été embauché il y a 1 an au titre de la Coterep. La direction, qui n'a pas souhaité nous répondre, n'aurait pas licencié ce salarié en raison de son handicap, mais parce qu'il n'a pas respecté la réglementation concernant les arrêts maladie. C'est vraiment une question de règlement. Voilà. Ils ont des méthodes, il faut prévenir 1 heure avant ce qu'ils ne pouvaient pas faire s'il était sous cachet. On dort et on ne peut pas souvent appeler. Ça a été prévenir 2 minutes avant sa prise de service. Tout ça, c'est des petits trucs qu'ils ont voulu faire des rappels. Et puis voilà, quoi. Ça ne s'est pas amélioré parce que ça n'a pas pu se faire et on le licencie pour ça. Des préavis de grève ont été déposés pour le vendredi 6 et le samedi 7 avril afin de protester également contre la dégradation de leurs conditions de travail. 140 villes d'Île-de-France et 3 arrondissements de Paris sont toujours touchés par la grève des éboueurs de la CITA. Les salariés de cette société sont en grève depuis lundi pour des augmentations de salaire. Ils doivent rencontrer dans l'après-midi la direction du groupe à la mairie de Levallois-Perret. Une bonne nouvelle sur le terrain de l'emploi. Les entreprises prévoient d'embaucher 1 200 000 salariés cette année, plus d'1 million. Cette hausse de 2,4% serait une première depuis 5 ans. Écoutez le directeur de l'UNEDIC au micro de Benjamin Dard et Benoît Robin. 46% des offres ou des intentions d'embauche sont difficiles à pourvoir. Ce sont les employeurs qui le disent. Et il faut que les organismes qui accompagnent les chômeurs facilitent ces embauches. Encore une fois, c'est bien aux chômeurs de s'adapter aux besoins des entreprises et non pas dans l'autre sens. On voit dans les hôtels, cafés, restaurants en ce moment que si le besoin est si fort, il faut aussi que la profession prenne en compte ce besoin d'offres et de demandes et satisfaire pour partie les durées de travail, les heures de travail ou les salaires. Ouvrons à présent notre page politique avec ces menaces à l'encontre de Nicolas Sarkozy. 2 emails, l'un envoyé à une chaîne de télévision, l'autre au Parti socialiste, délivraient cette semaine le message suivant: attentat Sarkozy, Lyon, 5 avril 2007. Le candidat de l'UMP, qui est bien à Lyon aujourd'hui, pour un meeting, a vu sa sécurité renforcée. Bernadette Chirac assistera ce soir au meeting de Nicolas Sarkozy. Le candidat de l'UMP bénéficie également du soutien de Bernard Tapie, membre du Parti radical de gauche. Il a déclaré, je cite, que Sarkozy et Borloo avaient ses faveurs. Il a ajouté que la candidate socialiste manquait d'expérience. Une déclaration à laquelle le président du Parti radical de gauche n'a pas manqué de réagir. Jean-Michel Baillet a déploré cette prise de position qu'il a qualifiée de pitoyable. Écoutez-le. C'est pitoyable. Bernard Tapie fut ministre de François Mitterrand. Bernard Tapie a porté haut et fort les valeurs du radicalisme. Le voir se commettre chez Nicolas Sarkozy, c'est quelque chose qui ne peut que me donner, en quelque sorte,
un haut le cœur. En tout cas, à partir de ce jour, il n'est plus des nôtres. Nicolas Sarkozy s'est lui exprimé ce matin au Forum Elle Élections, une manifestation qui a lieu aujourd'hui à Sciences Po en partenariat avec iTélé. 7 autres candidats sont également présents pour débattre avec la salle sur le thème suivant, ce que veulent les femmes, dont Ségolène Royal et François Bayrou. On l'écoute s'exprimer sur la parité. Bon, faire un service public de plus avec la crise de l'État, ça me paraît pas la meilleure des idées. N'est-ce pas? Je dis ça en général, c'est au fond ce qui m'oppose à Ségolène Royal. L'idée qu'on va devoir faire recours à l'État pour tout, dans un pays où l'État est aussi en crise qu'il l'est aujourd'hui en France, cette idée me paraît une idée d'un autre temps, irréaliste et au bout du compte fallacieuse. Et donc j'ai l'intention de défendre l'idée d'un pays dans lequel l'État ne fait pas tout, on ne lui demande pas tout, et en face de l'État, il y a une société civile organisée qui prend ses responsabilités. Attention, il ne vous reste plus que 6 points sur votre permis. Tel est en substance le contenu de la lettre envoyée dès aujourd'hui à plus de 10 000 automobilistes. Objectif, les alerter bien sûr et les inviter à suivre un stage de récupération de points. Le point justement avec Benoît Chaumont. S'il vous reste 6 points ou moins sur votre permis, voici le courrier que vous allez recevoir dès vendredi dans votre boîte aux lettres. Jusqu'à présent, connaître le solde de vos points relevés du chemin de croix, le gouvernement joue maintenant la transparence. Dans un premier temps, 10 000 lettres recommandées vont être envoyées par le ministère de l'Intérieur. Autant de conducteurs qui ont déjà perdu 6 points ou plus sur les 12 de départ. Objectif de cette opération, vous faire changer de comportement au volant ou vous inciter à faire une séance de récupération. Un stage qui recrédite votre permis de 4 points. Ensuite, d'autres types de lettres seront envoyées systématiquement, des lettres simples en cas de perte de points ou des recommandées en cas d'annulation de permis. Enfin, pour ceux qui souhaitent consulter leur solde à tout moment, un site internet sera accessible à partir du 1er juillet. Jeanne d'Arc confondue avec une momie égyptienne, c'est ce que révèle une revue britannique. Les restes présumés de la pucelle d'Orléans conservés à Chinon sont en fait des fragments de momie. Les explications de Raphaël Itier. Une odeur de vanille typique d'un corps en décomposition. Voilà le premier indice qui a mis Philippe Charlier sur la piste de la supercherie. Ce parfum flotte autour des momies, jamais autour de la chair calcinée. De plus, les fragments d'os sont imprégnés d'une substance végétale et minérale qui ressemble à un produit d'embaumement. Enfin, la datation au carbone 14 est sans appel. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Conclusion, les reliques de la pucelle d'Orléans ont été fabriquées avec les morceaux d'une momie égyptienne. Découvert en 1867 dans le grenier d'un apothicaire parisien, ces bocaux portaient l'inscription « Reste trouvé en dessous du bûcher de Jeanne d'Arc ». Rapidement reconnu par l'Église, l'authenticité de ces reliques fait depuis débat chez les historiens. Les travaux de ce légiste marquent donc le point final à cette controverse. Pour lui, la présence d'une momie égyptienne dans l'Europe moyenâgeuse n'est même pas surprenante, puisqu'elles étaient parfois utilisées pour fabriquer des décoctions médicinales. Jeanne d'Arc a été brûlée vive le 30 mai 1431 dans la ville de Rouen. Les registres de l'époque rapportent que ces restes furent jetés dans la Seine par l'Anglais. Fin de ce journal, l'info continue sur iTélé. Bonjour, bienvenue dans cette édition. C'est bien parti pour les tennismen français à Moscou. La France mène 1-0 face à la Russie en quart de finale de la Coupe Davis grâce à la belle victoire de Paul-Henri Mathieu sur Nikolai Davydenko en 4-7, 2-6, 6-2, 6-1, 7-5. Actuellement, Richard Gasquet dispute le deuxième simple face à Mikhail Yousny pour tenter de mener la France à un point de la victoire avant le double de samedi. Les miraculés de la forêt amazonienne. Loïc Pillois et Guilhem Néral y ont survécu 51 jours, se nourrissant uniquement de graines, de chair de tortue, d'insectes et de grenouilles. Et puis, en buvant de l'eau des rivières, ils ont été retrouvés hier.